Trop tard. La machine est lancée. Vous avez sûrement plus de satisfaction que moi au bout du compte. Vous faites rêver des milliers de gens. On est la seule espèce à faire des blagues. C'est une invention humaine. Vous allez rester combien de temps à discuter là? Je comprends pas ce que vous faites. Ah, c'est marrant. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Trop Marrant, le podcast qui espère mériter son nom. Aujourd'hui, autour de la table, nous n'avons pas 2, nous n'avons pas 3, nous n'avons pas 4, nous n'avons pas 5, mais nous avons un invité. Et je réalise que j'ai pris trop de temps pour dire ça. C'était parfait. Mon premier invité est humoriste, mais pas que. Il s'est récemment équipé de magnifiques chaînes pour ses lunettes qui lui donnent pas mal de moqueries, mais un flow gigantesque. C'est Salem. Salut Salem. Salut Gab. Oui, pas... Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les moqueries. Oh, ça te vanne un peu. On vannait l'autre jour. Non, si, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un objet qui divise. Moi, je trouve que ça te donne un flow. Moi, ça te donne une identité plutôt incroyable. Merci. J'ai conscience que... Non, mais c'est maintenant, on te reconnaît, quoi. Bah, il y a quelque chose de ouf qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. La première fois de ma vie, on m'a reconnu dans le métro. Ah putain, incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive et on me dit « Ouais, tout, tu fais pas de l'humour et tout ?» J'ai dit « Si ». Ils m'ont dit « Ah oui, on t'a vu et tout sur telle et telle scène et tout. » Je dis « Oh, c'est cool et tout. Ouais, on t'a reconnu grâce à tes chaînettes. » Je dis « Oh, incroyable. » Bah, bien sûr. C'est pas mes blagues qui... C'est tes chaînettes. C'est mes chaînettes. On a tout misé sur le look. Mais c'est ça. On devait avoir un second invité, malheureusement il a eu un problème familial, il a dû annuler. Voilà, bah, je lui fais des gros bisous, j'espère que tout va bien. Et on le verra au prochain épisode, j'espère. Voilà. Ensuite, avec moi, j'ai aussi, ce n'est pas un humoriste, mais c'est un super ingénieur du son. C'est le plus beau, il a une chevelure incroyable, il a une professionnalité incroyable, il connaît très mal les métros de Paris, mais c'est Arthur Meyer. Salut. Salut. Yes. J'adore les métros, mais pas la ligne 7. Peut-être la ligne 7. C'est l'une des pires de Paris. Déjà, c'est l'une des seules où ils disent pas les noms des arrêts quand t'es dedans. Ah ouais. Tu sens le budget. Pourtant, il y a des haut-parleurs. Quand il y a des problèmes, ils se disent. Ah, mais sinon, ils disent pas les arrêts. C'est vraiment genre, on t'emmerde. Ouais, j'ai même pas fait attention, tu vois. Et on a un quatrième intervenant qui est, on va l'appeler Yvon le bûcheron. Puisque vous entendez peut-être derrière qu'on a des tronçonneuses, c'est des gens qui sont en train de couper un arbre. Voilà. Et puis il y a moi, je suis humoriste mais pas que, mais je suis aussi le présentateur de cette émission, je suis Gab. Voilà. Et je fais pas de vanne sur moi parce que j'ai très peu... Est-ce qu'on lancerait pas une petite d'humour. applause pour lancer ce truc? Yeah. J'adore rentrer sur des applauses. C'est mon côté égocentrique. Très bien. Tout à l'heure on disait, est-ce qu'aujourd'hui cet épisode c'est l'épisode de Pâques? Un peu. En fait, je vous explique mon processus mental. C'est que j'ai pensé Pâques, j'ai pensé œuf de Pâques, donc en traduction Easter egg, qui m'a fait penser un peu aux private jokes, les blagues entre potes. Est-ce que toi t'as beaucoup de blagues entre potes? Les private jokes, c'est un truc qui te parle ou pas du tout? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais, à un point où des fois j'arrive sur scène et je fais des private jokes et j'en capte pas, quoi. Bien sûr. C'est les autres humoristes qui sont à côté, ils sont morts de rire. Mais c'est ça. Mais c'est aussi incroyable quand tu fais mourir de rire tes potes humoristes, tu les vois au fond de la salle, ouais. Et t'es en mode je m'en fous, je prends un bide mais j'en bats le truc. C'est ça. Tu kiffes. C'est coup. du kiff avant tout. Hein. Ben, moi en vrai j'ai fait une private joke sur scène que je fais plus trop en ce moment, mais c'est à cause d'Arthur à côté. On l'a fait dans le dernier épisode, mais c'est mon imitation de Jacques Chirac. Il est très fan. Je veux bien l'entendre. Très bien, t'es prêt? Ouais, je suis archi prêt. Ok. Crac crac les pommes ou quoi? C'est Jacques Chirac? Putain, c'est toujours aussi bien. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il revient parmi nous à chaque fois. Hein. C'est incroyable. C'est une résurrection. Il y avait le Christ, maintenant il y a Jacques Chirac. Merci. C'est le JC, quoi qu'il arrive. Ouais, et à un moment je le faisais souvent sur scène, juste pour... et j'ai envoyé l'audio en mode, ah je l'ai fait, les gens, des fois les gens ils rigolent pas, ils sont... Ils captent pas. Mais des fois il y a une seconde, en fait il y a un second temps de genre, le premier temps de quoi? Et de genre, c'est tellement sûr, ça n'a aucun sens. Mais tu l'annonces comment? Je fais, bah en fait, à un moment juste, j'imitais Gollum pour parler d'un truc, mais j'imitais vraiment Gollum. Parce que je racontais une anecdote sur lequel que, quand j'étais stressé et qu'une fille me parlait quand j'étais au collège, j'imitais Gollum. Quoi? La personne à l'aise socialement, tu vois. Oh putain. Et du coup, j'imitais Gollum. Et après, je disais, vous aimez bien les imitations? Je vais vous en faire une. Allez, vous êtes prêts? Et je faisais vraiment limite faire une attente en mode les gens dites oui et tout. Je l'ai chauffé. Pour au final, ça. J'aime beaucoup ça. Tu étais vraiment Gollum avec. Ouais, moi aussi, j'ai resté sur Gollum, c'est incroyable.
J'étais vraiment, tu vois que après je dis, putain, je comprends pas, je galère avec les meufs. Les galères de... C'est collège, lycée? Collège. Lycée, j'étais passé. Le lycée, t'as fait autre imitation? Oui, j'étais sur Frodon maintenant. Ça ressemblait presque à quelqu'un de normal. Ah mon dieu. Mais comment elle réagissait du coup quand tu leur faisais? Tu sais que en vrai, je me souviens pas tellement. Je pense que c'était juste le gars bizarre, donc en fait, au bout d'un moment, elle s'en battait les couilles, quoi. Oui, bah c'est Gabriel, hein, là. On lui parle pas, c'est pour ça. Le gars bizarre ou le gab bizarre? Oh C'est le Gab Isard. C'est le Isard. C'est le Isard C'est le d'entre but nous. bizarre. Tu joues à Pokémon? Ouais. T'as le dernier? Non. Ah merde. Ah non, alors, excuse-moi, j'ai rectifié. Je jouais. Tu jouais? Ah ouais. Bah moi j'ai eu un gros move. En fait, j'y jouais jusqu'au collège. Ok. Et au collège, je me faisais taper parce que j'aimais Pokémon. Du coup, j'ai arrêté de jouer à Pokémon. Mais t'as une enfance terrible. Ça. Ouais. Entre Gollum, te faire taper Pokémon. Ah oui. Voilà. Okay. Et genre, et du coup, j'avais arrêté. Et puis est venu le confinement où j'avais rien d'autre à foutre de ma vie. Et j'ai joué à tous les jeux Pokémon que j'avais manqué depuis que c'est la sortie. Ok. Et voilà. Et du coup, maintenant, je rejoue à Pokémon de temps en temps. Là, j'ai acheté le dernier qui est un peu à chier. Mais tu joues sur quoi? Sur Switch. Ok. Ouais, tu ne parles pas de l'application ou je sais pas quoi, tu vas choper des Pokéballs, je sais pas quoi. Ah non, c'est pas Pokémon Go, non. En vrai, je l'avais dosé aussi quand c'était sorti. C'était incroyable, hein, la période où Pokémon Go est sorti. Tu te souviens pas? J'étais pas dans le mood. Ah putain, moi, c'était l'été fou. T'avais l'impression, pour moi, c'est mai 68, mais du jeu vidéo. C'était un moment incroyable où on sortait tous avec nos potes, avec nos portables. En plus, à l'époque, on avait des forfaits de merde de 10 mégas, où on avait genre 1 heure de Pokémon Go par mois. Ah, où on cherchait à se rapprocher des endroits, des centres commerciaux où il y avait de la wifi gratuite pour pouvoir jouer, et on faisait des trucs où on partait en voiture, où on roulait à 12 km/h pour pas se faire griller par l'application, pour quand même faire des pas et faire éclore les œufs sans bouger et tout. C'était incroyable comme période. Je connaissais pas, mais c'était il y a si longtemps que ça? 2016, bah ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, 7 ans bientôt. Bienvenue dans l'année 2036. Non mais ça... Podcast du futur. Non, c'est parce qu'on prend un peu d'avance, on sait qu'on va sortir l'épisode en retard, donc on préfère. Il va sortir à temps. Donc, comme ça, il sera relevant. C'est l'épisode de Pâques, mais on n'a pas dit de quelle année. Et du coup, cet easter egg, moi j'avais envie de raconter un peu comment il est né, cet easter egg de Chirac. C'était un burn-out, en fait. C'était vraiment, on était dans un tournage, le tournage où on s'est rencontré avec Arthur, et où en fait, on était à un repas, et c'était l'un des derniers jours de tournage, je crois que c'était l'avant-dernier ou le dernier. Et genre, on a vraiment fait un burn-out de genre, on a passé 1 heure à juste imiter des gens très mal. Et on était pliés de rire. Et à côté, il y avait une actrice, comment elle s'appelait? Qui était une actrice qui est vraiment connue, qui a fait Calmos, des films de Bertrand Blier, des vrais classiques et tout, qui a joué avec Coluche et tout. Ah oui, oui. Et qui était à côté, qui n'avait été atterré, parce qu'on sait qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait. De 4 gars morts de rire, d'imiter mal Chirac. Ah, mais vous faisiez des imitations de personnalités célèbres? Ouais. Okay. On faisait... Non, par exemple... Il sait pas faire que Jacques Chirac. Non. Ah oui, il a une large palette. Je peux te faire... Attends, je te fais Johnny. T'es prêt? Non, attends, je te dis pas qui c'est. Attends. Hey, comment ça va le Stade de France, pardon? Hey, vous êtes chaud? C'est Johnny Hallyday. Oh, moi, je trouve alors hilarant les imitations, mais de gens qu'on connaît personnellement. Ça, je mais trouve, de vraiment bien les imiter. Ouais. Toi, c'est quoi un peu ton gros privé joke de ton groupe de potes, un peu que tu... Ou genre, inexplicablement, c'est incroyable. En fait, j'ai des potes qui sont, on va dire, éparpillés, que j'ai connus dans mon parcours, et les uns ne connaissent pas les autres forcément, et à chaque fois, avec chacun, j'ai des private jokes sur un thème particulier. Toi, t'as encore un peu des groupes de potes ou pas? Des groupes? Ouais. C'est-à-dire? Ben tu sais, moi c'est ce que je remarquais en fait cette année, c'est que maintenant j'ai plus trop de vraiment groupes de potes, de genre on est 5-6 et on est tous ensemble liés, tu vois. Ah ouais, non. Ouais, c'est vrai que depuis le lycée, plus ça n'existe plus. Mon dernier groupe datait du lycée, et en fait plus le temps passe, plus il se disloque, et plus c'est indépendant, et en fait ma relation est juste une relation avec chacun des membres indépendamment, mais on se voit plus. C'est ça. Bah après, ouais, chacun fait sa vie. Ouais, bah c'est pas, mais c'est un peu triste des fois. Genre tu te dis, genre moi j'aimais bien le truc de on se tape tous des gros McDo en équipe, ensuite on part en voiture, on n'a rien à faire, juste on roule. Ouais. Enfin, c'est vraiment de trucs de gars de la campagne, quoi. C'est des trucs de la décennie précédente aussi, parce que rouler pour rien avec le prix de l'essence aujourd'hui et aller au resto, c'est des loisirs qui ne sont plus permis aujourd'hui. Ouais, non, plus du tout.
Non, mais ouais, il y a ce truc où, quand on était au lycée et à l'université, où on passait beaucoup de temps à rien faire. Et je crois que c'était les meilleurs moments de ma vie. Mais bien sûr. Le temps à rien faire, c'était... Je disais plus, je crois qu'il y avait un philosophe qui disait ça, ce truc, les vrais amis, c'est ceux avec qui tu fais rien. Et c'est tellement vrai, et ça me manque de ouf, parce qu'il n'y a plus ça. Et ces amis-là, malheureusement, maintenant il faut s'organiser pour les voir. Ouais, mais maintenant le temps où j'ai rien à faire, je le chéris. Avant, je passais ma vie à rien faire et ça me déprimait. Maintenant, je fais trop de trucs. Et du coup, quand j'ai une journée où genre j'ai rien de prévu, je suis en mode... Yes, je vais être sur le canapé, je vais passer 2 heures à chercher sur Netflix un film à regarder pour au final regarder un autre truc qui n'a rien à voir que je regarde tout le temps. En fait, quand j'y pense là, c'est fou ce truc de se dire, en fait, on n'est jamais, mais à chaque fois on se le répète, on n'est jamais satisfait de la situation dans laquelle on est. Alors que moi, aujourd'hui, je m'en rends un peu plus compte, dans le sens où je kiffe ce que je fais et à chaque fois je me dis, wow, j'ai une chance incroyable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce truc de on n'a pas de temps. On court à droite, à gauche, on joue sur scène partout en France, etc. Et quand je me pose 2 minutes et tout, et je réfléchis à mes situations, ou là où j'étais il y a 5 ans ou il y a 10 ans, je me dis, mec, je suis peut-être fatigué, mais je suis grave content. C'est grave kiffant. Ouais. Moi, je compare rien que moi, ma vie a changé depuis 1 an. Ça va faire 1 an où je suis passé de je sais pas trop quoi faire, j'hésite, j'ai plein de trucs, je travaille dans un truc, mais je suis pas heureux, machin et tout, je fais de la scène et je voyage dans toute la France pour faire rire des gens. Ça n'a aucun sens, mais je suis tellement... Enfin, en 1 an, ma vie a changé du tout au tout. C'est incroyable. Ouais. C'est fou, mais des fois, je suis pas satisfait de... Je suis en mode, je peux faire mieux, je peux faire plus, je peux faire... J'ai du mal à... C'est vrai qu'on a du mal à apprécier la situation actuelle. Tu vois ta vie sans stand-up aujourd'hui? T'arrives à t'imaginer sans scène? J'ai du mal. En fait, c'est pas le fait de plus faire de stand-up, machin. C'est juste que ça ferait un trou dans ma vie, je saurais pas par quoi le remplacer. Surtout. Enfin, je pense que, tu vois, ça me tuerait pas. Tu vois, j'adore faire du stand-up. Mais aujourd'hui, on me dit, en fait, tu vas réaliser un film et tu pars pendant 6 mois faire le truc. Ça va pas me faire chier de pas faire de stand-up. Mais juste, je vais avoir tellement d'énergie. Enfin, je vais tellement avoir un manque de genre. Moi, j'ai calqué ma vie sur le stand-up. Et d'un coup, tu changes de rythme de vie et tout. Tu vas te dire. Enfin, ça va faire bizarre, quoi, forcément. Ouais. Et toi, tu vois ta vie sans le stand-up? Honnêtement. Là, à l'instant T, non. Je suis perdu, franchement, je sais pas quoi faire. Moi, je fonce sur le stand-up parce que j'ai pas tellement d'autres plans pour le moment. Il n'y a pas de plan B. Moi, je suis en mode... En fait, je n'ai pas d'autres alternatives, donc je suis obligé de réussir. En fait, je taffe à fond parce que je me suis mis aucune alternative, aucune porte de sortie. Après, j'imagine que si ça s'arrête du jour au lendemain... le cerveau humain, il fait en sorte que tu trouves quelque chose. Tu trouveras autre chose. Mais là, à l'instant T, c'est difficile de se projeter dans autre chose, quoi. Et toi, ta vie, comment ça se passe? Non, mais j'écoute notre ami Yvon le Bûcheron. Sa symphonie en ut mineur. Ce qui est incroyable, c'est que vraiment, il a un arbre à couper. Ouais. Ça fait 1 heure qu'il y est, ce fils de pute. Oh mon Dieu. Mais c'est tellement dur de couper un arbre. Je l'ai fait 1 fois dans ma vie. C'est vrai? C'est incroyablement difficile. C'était un petit arbre ou un gros arbre? C'est un gros arbre. Un gros arbre. Non, il était gros et putain, qu'est-ce que ça m'a fait flipper parce qu'en plus, c'était sur la parcelle voisine. Et donc, j'allais chez les voisins pour couper l'arbre. Le tronc, il faisait bien un bon 80 cm de diamètre. Il était vraiment balèze. J'ai passé la journée dessus à le coucher et au moment de le faire tomber, une fois que j'ai laqué les grosses branches, au moment de le faire tomber, puis non, j'ai paniqué. Vraiment, c'est vraiment 2 tonnes d'arbres comme ça qui tombent sur le sol. Et tu te loupes un peu, tu casses la baraque, parce qu'il y a la baraque qui est juste à côté. Et putain, ça m'a fait flipper. Sacrée expérience. Tu viens de la campagne un peu du coup, ou de la ville De la ville, ouais. Ok. J'ai grandi à Lyon. Parce que moi, ça me fait penser ces trucs un peu... T'as grandi à Lyon? Ouais. T'as stylé. Ah oui, tu m'en avais parlé quand on s'était vu au Pardave, pardon. Yes. Tout à fait. Et non, mais en fait, ça me fait penser, moi, tous ces trucs où, tu sais, genre, moi, c'est avec mon père. C'est genre le jardinage avec mon père, où genre, je suis censé l'aider, mais je peux pas trop faire grand-chose, donc juste, je suis vite à droite de lui, et genre, je lui passe un outil tous les quarts d'heure. Ouais. Et tu sais, tu peux rien faire d'autre, tu peux pas partir. Tu regardes. Reste, et vraiment, t'apprends pas grand-chose, vraiment, parce que tu peux pas le faire, quoi. Ton père est en mode, non, mais je le fais, c'est bon. Et tu fais, mais passe-moi la scie. Ok, tiens, prends ce tournevis, tu fais. Enfin, moi j'adore. Enfin, moi c'est vraiment des souvenirs. Genre, j'ai plus trop ces trucs. Et en vrai, je détestais à l'époque. Et je veux dire, je pense, il y a une nostalgie de la loose. C'était sympa, ouais.
J'ai trouvé un truc pertinent à dire. Vas-y. Non, c'est par rapport à ce que vous disiez sur le fait de pas forcément avoir d'autres choix que le stand-up, etc. Je pense qu'on fait peut-être partie d'une génération qui... attention, gros débat. Non, mais vu qu'on est en train de revoir la valeur travail, ne pas se tuer au travail, faire des trucs qui nous plaisent parce qu'on n'est pas sûr de comment le futur va évoluer, je me dis que vous faites le bon choix et que d'autres gens vont faire... pas le choix du stand-up, mais je veux dire, le choix d'un métier passion, tout le monde va progressivement s'y mettre, j'espère. Bah, les mentalités ont beaucoup changé. J'ai l'impression qu'avant, quand tu avais un travail, tes parents, c'était genre surtout, les parents de nos parents, c'était surtout, faut que ça gagne bien de l'argent et tout. Faut que tu sois stable. Et maintenant, j'ai plus l'impression que il faut que tu sois heureux. Tu vois, au travail. Et c'est trop cool. Ouais. Genre, moi, je sais que là, mes parents, en ce moment, sont hyper cool. Genre, ils voient que je suis heureux et tout. Ils me demandent pas comment ça va, comment je gagne, machin et tout. Juste, ils sont en mode, bah, t'es heureux dans ton truc, tu kiffes. C'est le principal. Moi, j'ai pas les mêmes parents. Mon père, il est tout le temps. Il faut que tu fasses du travail, de l'argent. C'est fou. Ouais, mais après. Il me fait rire, mon père. Ouais. Mais après, tu vois, c'est pas la. Je pense que aussi c'est générationnel. Tes parents, ils ont quel âge? Alors, faut que je fasse le calcul, mais ils ont plus de 70 ans. Ah ouais, oui, d'accord. Ouais, oui. c'est bien, c'est des anciens. Ouais, d'accord. Oui, donc t'es pas. Ouais, moi, ils approchent la cinquantaine. Ah oui, ok. C'est pas la même génération. Ok. Ma grande sœur, elle a plus de 50 ans déjà. Putain. Ouais. Ah oui, t'es le petit dernier, toi. Ouais, je suis le dernier, ouais. Ça fait un gros écart, ça, du coup. 20 ans. Wow. Voilà. Moi, je suis le premier. Moi, je suis le plus vieux de toute ma famille. De tous mes cousins, tout ça, je suis le premier. Non. Si. C'est toi l'aîné. C'est moi l'aîné. Quel exemple. Et là, il y a tous mes cousins qui peu à peu ont des vrais tafs et ont des vraies carrières. Et moi, je suis là. Bon, moi, je fais des blagues quand t'es les potes. Ah, mais c'est cool, hein, mais vraiment, c'est cool. Le côté... En vrai, il y a beaucoup de gens qui envient, peut-être pas notre situation, mais le courage de suivre la petite voix qu'on a dans la tête, de se dire, vas-y, tu sais, on n'a qu'une vie, t'as rien à perdre, en vrai. Putain, en plus, moi, quand je vois le rapport du GIEC, mon pote, je me dis, finalement, ouais, on n'a rien à perdre. C'est foutu. Voilà. Vraiment, le dernier rapport du GIEC qui est tombé hier soir, c'était un peu ça. Ah, tu l'as vu, il raconte quoi? Bah, il dit c'est plutôt c'est plutôt dubs. Oh, putain, ouais. J'ai pas lu en détail, mais je crois que le résumé, c'est que tout ce qu'on savait, mais qu'en plus, ça arrive plus vite. C'est-à-dire que, en gros, l'objectif machin de 1,5 degré, ce sera pas en 2100, mais en 2030. Ouais, moi j'ai vu 35 même. Oh, putain. Donc en fait, bon, bref. Ah ouais. On aurait bien aimé qu'ils se plantent pas dans les calculs là-dessus. Ouais. Bon, ils s'adaptent aussi aux nouvelles données au fur et à mesure. Voilà, du coup, petit écart écologique, mais moi je me dis, en fait, quand je vois le truc où tu te dis, bah, on risque de pas avoir un avenir au top, autant kiffer maintenant, quoi, et de vivre ses rêves maintenant. Ouais. Voilà. Parce que de toute façon, on partira pas à la retraite. Ouais. Ouais, de toute façon, moi je pars dans l'idée, enfin, je me dis que en vrai, on est vraiment sûr de rien. Dans l'avenir, on sait pas jusqu'où on va vivre, quoi. Ni nous, ni notre planète, on sait pas. Ouais, ben moi je me dis, je pars du principe que je vais taper les 40 et on verra après. Et du coup, je préfère prévoir comme ça. T'es pas trop optimiste non plus, quoi. Pas tellement. Vraiment, voilà, plus ça va, plus c'est pire en pire. Tu dirais que t'es dans ta deuxième moitié de vie, là. Un peu, là. Je fais l'équivalent de la crise de la... Là, je fais ma crise de la quarantaine. Là, c'est l'équivalent de crise de la quarantaine. Je vais acheter une moto, vous allez rien comprendre. C'est ça, faut accélérer et que ta maison en bord de mer... c'est ça. Non, mais le réchauffement climatique accélère, mon vieillissement accélère. C'est proportionnel. Habile. Du big deal. Mais en vrai, je pense qu'on a atteint le pic comment on dit, d'espérance de vie. Avant, ça, si tu remontes à quelques siècles auparavant, l'espérance de vie, elle dépassait pas les 45 ans, 50 ans. En fait, j'ai vu un truc, enfin, du coup, je vais pas énormément extrapoler, mais j'ai vu un truc comme quoi cette vision des 40-50 ans, c'est pas forcément vrai. Ok. En fait, on a gagné globalement un peu plus d'une dizaine d'années, à peu près 15 ans. C'est en moyenne, mais les métiers pénibles, effectivement, ils mourent plutôt en fait, jeunes, c'est qu'il y a c'est toujours le cas, en fait. Des métiers pénibles, mais qu'en fait... J'ai un oncle qui était mineur. Ouais.
jamais été majeur. J'allais faire la même vanne. J'allais dire, du coup, il avait 18 ans, ça. C'est ça. Non, mais ouais, ça doit être espérance 50-60, non, quand tu travailles à la mine ou quoi. Ouais, mais moins. Moins. Tout ce que tu respires. Ouais, et ça, encore tu aujourd'hui, chantes hein, j'ai des potes qui travaillaient dans des usines où tu respirais des matières toxiques et la plupart de ses collègues, ils finissaient avec des cancers à 45 ans, etc. 45 ans, c'est méga tôt. Hein. Bah ouais. Putain, tu travailles 20 ans dans un truc comme ça, c'est foutu, ta vie est foutue, quoi. 45 ans, c'est 5 ans après l'espérance de vie Gab, de... donc, Non, mais tu sais que c'est une Gab, folie. il peut aller travailler là-bas. Il peut travailler à Tchernobyl. Tranquille. C'est le seul d'ailleurs qui peut être J'en ai rien à foutre. Envoyez-moi où vous voulez, je ferai des vannes. Et putain, c'est un truc qui m'a rendu fou hier. J'ai appris que... en fait, j'ai mon coloc qui est cataphile. Tu sais, c'est un gars qui va dans les catacombes et tout. Et j'ai appris que dans les catacombes, il faisait des comédie clubs. Mais non. Tu savais ça, toi? Ouais, je te courant. T'es déjà allé à un de ces trucs ou pas? Jamais, je vais jamais aller dans les catacombes encore. Ça fait... Je sais pas combien de temps que je programme d'y aller, je regarde les dates et tout. Et... Moi, je n'avais pas l'existence de ça. Et il y a mon coloc qui m'en parle hier soir. Et je suis en mode fils de pute. Tu vis depuis 1 an avec un gars qui est humoriste, qui fait des comédie clubs. Tu sais qu'il y a des trucs dans les catacombes, tu m'en as jamais parlé. J'étais vénère, premier degré. Et t'as visité les catas? Non, jamais. Alors, faut que je me chauffe un jour pour y aller avec lui, mais c'est qu'en fait, souvent, c'est la flemme. Mais il y a beaucoup de gens qui y vont. Bah, il y a une vraie communauté, il me semble. Ouais. Oui, non, mais qui y vont pour du stand-up. Parce que la plupart, ils y vont pour camper et ramper dans la boue, quoi. Moi, je pense que c'est plus, ils font venir des gars pour les entretenir en mode venez regarder faire des blagues dans les catacombes ou je sais pas. Ouais, c'est un délire. Ouais. J'ai vu un super sketch sur les Tana catacombes, Dutel. justement. Ouais, c'était une nana, comment tu dis? Tana Dutel. Ouais. Ah, elle est trop forte. Elle m'a fait. Je l'ai vu Montreux, j'y étais. T'y étais? Ouais, j'y étais, c'était cool. Ouais, c'était une rediff de Montreux, justement. Parce qu'on l'a vu hier, du coup, cool. elle est trop forte. Elle Ouais, m'impressionne, je suis en mode, c'est l'une des plus douées en France, je trouve. Elle est trop drôle, elle a un rythme de bâtard. Elle a, je trouve, une énergie. Moi, je trouve elle est très forte. Ce jour-là, alors, c'était le gala de Jason. Incroyable. C'est vrai. Incroyable. Il y avait Douli à l'art. Magique. Magique Douli sur scène. On montre, elle a retourné le truc, quoi. Elle aussi, elle est forte. Hein, ah ouais. Tu vois, elle est là, elle est toute petite, on va dire, un grand sourire, et elle a retourné là. Oh, mais non, trop fort, trop fort. Ouais, moi j'admire. On parlait de Comedy Club dans les catacombes, et du coup, le thème du jour, un peu, on va parler d'open mic, de scènes débutantes et tout, parce qu'au final, c'est des scènes à Paris, on fait beaucoup. Tu vois, il y a beaucoup des plateaux, enfin, beaucoup des scènes parisiennes sont des open mic, des endroits pour commencer, des endroits où on fait des 5 minutes. Tu vois, on commence peu à peu à s'en détacher. Mais on y retourne quand même beaucoup, tu vois. Toi, c'est quoi ton rapport à ce endroit? Tu kiffes aller là-bas ou pas? Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est un endroit où tu peux tester, t'es vraiment à l'aise. Si tu bides, t'as pas la pression de te dire, ouais, putain, ils vont pas me reprogrammer, tu vois. Ouais. Tu fais absolument ce que tu veux. Et c'est vraiment du test à full, quoi. Ok. Bah, moi, je t'avoue qu'au début, quand je suis arrivé à Paris, j'avais du mal avec ces endroits. Moi, j'étais en mode... en fait, j'ai tellement eu l'habitude des endroits en fait d'où je viens à Bordeaux, c'est plus vraiment des 10-15 minutes où on a la place de jouer, où on a vraiment notre espace et tout, et là t'arrives dans un truc où t'es avec 15 personnes, tu fais un 5 minutes voire 3 minutes. 3 minutes, c'est horrible. C'est le pire. Ouais, en vrai, c'est un vrai exercice. Aujourd'hui, dans ce que je travaille, ça n'a pas forcément de sens de faire pour moi un 3 minutes. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler sur autre chose. Mais je sais que ce 3 minutes-là, il est important si un jour j'ai envie de travailler, par exemple, sur des punchs, sur une entrée, sur une façon d'être, etc. Mais voilà, je vais pas travailler un texte écrit sur 3 minutes, tu vois. Ouais. C'est pas l'objectif. Du coup, vraiment, moi, je détestais ce genre de truc. Et au final, je commence à aimer, pour justement ce que tu en parlais, du côté d'y aller pour tester, pour vraiment aucun enjeu, de juste tester, d'essayer d'être le plus... vraiment un truc rapide, de genre, tu peux vraiment... écrire un 3 ou un 5 minutes dans l'après-midi et débarquer la soirée et tu testes 3 vannes, tu fais de la merde mais au moins après tu les notes, tu les rayes de ton carnet et c'est fini quoi. Ouais. Et c'est très intéressant cet aspect de vraiment débarquer. En plus moi du coup je fais beaucoup de scènes en ce moment où je débarque un peu à l'improviste et c'est genre en mode salut bah il y a un spot, ok bam je joue. Et du coup c'est très kiffant pour ce genre de truc, de vraiment tu débarques bam tu fais tes blagues, tu repars et c'est fini. C'est cool. Et j'aime bien cet aspect aussi moins engageant et vraiment pour le test, moi pour la phase où j'en suis où j'écris un spectacle, c'est vraiment très intéressant et j'apprécie de plus en plus ce genre de scène. Ouais, je suis d'accord. Et c'est
J'ai beaucoup cette discussion avec des amis stand-uppers qui, eux, ne vont plus. Ils disent non, moi, ça y est. J'ai dit, c'est dommage parce que ça reste un public. Le public, c'est du public. Tu peux travailler. Et là, c'était quand la semaine dernière, je fais un open mic au Fridge. Il y a Pierre Thévenoud, certes, et Nino Arial. C'est pas parce que c'est un open mic que le niveau il est nul. C'est juste que tu as moins de temps. Pour moi, c'est juste ça la contrainte d'un open mic. C'est juste une histoire de temps. Et la plupart du temps, dans les grands comedy clubs, c'est complet. Donc tu peux travailler. Bien sûr. Du coup, moi, c'est juste sélectionner les scènes. Qu'effectivement, il y a certaines scènes où, au bout d'un moment, je suis allé 2-3 fois, je vois que tu joues devant une personne, voire. Ah oui, ça, c'est les autres. Ça, c'est particulier. Puis il y a les endroits de l'enfer, on en parlera encore, et toujours jusqu'à ma mort, qui est notamment le Comédie Pigalle, qui est l'antichambre de l'enfer. Hein, vraiment, je trouverai des mots à chaque épisode pour en parler. T'y es allé ou pas, toi? Bien sûr, mais j'en parle même avec des gens de Marseille, tout le monde est passé par là. Moi, je suis jamais allé. À chaque fois, allé en fait, moi, c'est juste, j'ai la règle de jamais payer pour jouer. Ouais. Et du coup, à chaque fois, j'y vais, ils me font genre la proprio, qui est insupportable, qui me fait, tu vois quoi? Je fais, bonjour déjà. Et je fais, en fait, je suis là pour jouer. Ah ouais, mais du coup, tu bois. J'étais en mode, d'accord, non, en fait, je vais partir. Et en fait, en plus, du coup, maintenant, les organisateurs, ils disent plus que c'est au Comédie Pigalle, en fait, les noms des plateaux. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle le nom d'un plateau, tu vois, machin. Oui. Je veux pas citer de nom. Et ils disent genre c'est là nana, tu vois l'adresse, ils disent pas c'est au Comédie Pigalle, ils disent c'est à telle adresse. Maintenant l'adresse je commence à la connaître. Mais du coup tu débarques sur place, tu vois, tu fais putain c'est au Comédie Pigalle. Et genre ils te disent pas genre faut payer une conso et tout, c'est plus sneaky maintenant. Parce qu'ils savent. Il y a de moins en moins de gens qui... Moi je décourage tout le monde en fait, c'était ma campagne depuis que je suis arrivé à Paris, c'est-à-dire les gars, juste n'y allez plus. En fait, certes vous allez faire 2-3 scènes en moins de temps en temps, mais si plus personne trop n'y va, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ils arrêtent de faire ça et juste t'as une set en plus et c'est cool. C'est vrai. Et tu gagnes de l'argent. Donc moi j'essaie de syndiquer les gens parce que je suis un vilain de gauche. C'est ce que j'allais demander en fait sur le... Pourquoi est-ce que c'est si horrible comme endroit? Mais oui, ils vous font payer pour... Oui, en plus de payer, c'est que vraiment il y a toujours 2 personnes dans le public, voire c'est généreux quand il y a 2 personnes dans le public, et en général tu joues plus devant 11 autres humoristes, donc ça n'a aucune valeur de travail. Le vrai public, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Mais je pense que c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est une case à faire dans un parcours. Parce que pour moi, il faut que tu goûtes de tout pour te faire ton avis. Tu goûtes de tout, tu goûtes les galères, tu goûtes les bons plans, et après tu sais mieux apprécier quand tu as des bons plans. Après, oui, je suis d'accord avec toi pour dire, nous humoristes, on a une responsabilité pour éduquer d'un côté le public face au stand-up et éduquer les organisateurs face à notre travail et leur dire ce qu'on fait, c'est du travail. Et même éduquer les autres humoristes qui sont là, de dire genre tu donnes pas de l'argent pour toi faire un travail en fait. C'est ça. Non mais il y a tout un travail à faire de notre part. Après, il y a un argument aussi qui se tient. C'est ça aussi mon problème, c'est que je comprends beaucoup de choses. Enfin, je suis assez compréhensif de certaines personnes, même si je suis pas d'accord avec certains actes, dans le sens où ça permet aussi d'épurer un certain nombre où des gens ils viennent parce que comme tu sais comme moi, c'est assez difficile aujourd'hui d'avoir des dates pour jouer à Paris. Il y a des gens qui prennent des créneaux et parfois ils viennent pas, ils sont pas sérieux, ils sont pas motivés comme d'autres peuvent l'être. Et donc le fait de payer prouve aussi une certaine motivation de la personne. Après, c'est un argument qui se tient. Moi, je le valide pas, mais je le comprends. Je le valide pas, mais je le comprends. Pour moi, en fait, je trouve que juste le fait de ne pas venir, ça écume. Et genre une personne qui vient pas, tu la reprogrammes pas juste après. Ouais. Oui. Enfin, tu fais. Par exemple, moi, je vais au Fridge. Le Fridge, moi, j'adore y jouer parce que c'est vraiment le meilleur open mic de tout Paris pour moi. Le open mic du Fridge. Enfin, c'est mon opinion, hein, je sais pas toi, mais moi, il y a toujours un public incroyable, tu passes un truc, et même pour 3 minutes, tu t'amuses de fou. Enfin, moi, je kiffe vraiment cet endroit, et je kiffe y aller dès que j'ai du temps. Et en fait, il y a toujours des gens qui n'y vont pas. Bien sûr. Parce que, déjà, tu réserves 3 ans en avance. Ouais, c'est ce truc. C'est vrai que pour le planning, c'est un peu chelou. Ah ouais, c'est compliqué. Mais tu réserves 3 ans en avance, mais du coup, au bout d'un moment, le Fridge, il devrait dire, la personne, ça fait 2-3 fois, elle est pas venue.
bon bah elle vient plus, voilà, c'est comme ça. Ouais. Après je comprends ce truc de ne pas vouloir éliminer des gens, c'est plutôt aussi parce que tu sais pas ce que c'est leur vie aux gens, pourquoi ils viennent pas et tout. Oui, non, du coup il y a ça. Toi du coup je sais pas, t'as des anecdotes, des trucs un peu gauleries qui sont passés en open mic, du coup je t'avais demandé si t'avais des anecdotes ou pas. Alors je citerai pas les noms des comedy clubs où ça s'est passé, mais je vais raconter l'histoire. Il y a souvent ce truc dans les comedy clubs où il y a des open mic où, comme tu disais, il y a des gens qui se pointent pas. Et donc il y a la personne qui est à la liste, la programmatrice, qui fait l'appel, qui dit voilà qui est là, qui est pas là. Et il y a souvent des gens qui se pointent pas. Et ce jour-là, il y a un jour où je me pointe et j'étais pas programmé, donc j'y vais pour gratter un passage. Et dans la salle, on se connaît tous. Il y a tous les humoristes, tout le monde se connaît. Okay. Et la programmatrice, elle prend son line-up, elle commence à lire, elle fait l'appel, et elle donne un nom que personne ne connaît. Et moi, je tilte tout de suite, tu vois, je vois que cette personne n'est pas là, parce que tous ceux qui sont dans la salle, je les connais. Et la programmatrice, elle me connaît pas trop. Et du coup, elle dit ce nom, et moi, tout de suite, je dis, ouais, c'est moi. Alors que c'est pas du tout moi. Et du coup, elle me note. Et du coup, j'ai fait un passe. Et tout le monde m'a regardé, mais en mode, parce que les gens me connaissent. Et du coup, je me dis, oh, mais wow. Et du coup, j'ai fait un passage. En plus, je monte sur scène. Je commence par mon passage. Moi, je me présente, je m'appelle Salem. Du coup, c'était vraiment excellent. Ça, c'était vraiment... Il y a tellement de gens dans ce comedy club qu'on ne citera pas que de toute façon, la meuf capte zéro. Tu peux même si elle dit toi tu joues pas, tu passes, il va rien se passer, je pense. Non, je l'ai pas fait, je l'ai jamais fait, je dis pas qu'il faut le faire, attention, je veux pas, mais en vrai tu le fais. Ouais, après des anecdotes en open mic, il y en a plein en vrai, il y en a plein. Moi ce qui me fascine c'est le public, c'est des fois des open mic qui ont souvent l'impression que ce qu'ils vont te dire va te forger, que tu vois c'est leur mission de te donner leur opinion. La sortie, ouais. Genre il y a un open mic, je sors et on est avec les personnes et il y a une meuf qui fait 1, 2, 3, 4 en me pointant du doigt. Et on se regarde, on fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On lui demande c'est quoi ? Et elle nous fait c'est mon ordre de préférence du meilleur au pire. Waouh. Et là il y a un moment de silence, on se regarde en mode elle vient de dire ça. C'est à Paris. Non. C'était pas Paris. Et puis elle fait pas. Non mais je me devais de vous le dire, tu vois. Vous devez le savoir quand même, parce que voilà. Non, pas forcément. Ouais. Et on a dit, vraiment, vous aurez pu garder ça pour vous, quoi. On dormirait mieux. C'est... Et les gens se permettent, genre ils ont l'impression que c'est leur mission de te donner leur opinion. Moi, il y a une phrase que j'aime pas en sortie de scène, que ce soit open mic ou pas. C'est les gens qui te disent bon courage. Oh là, elle est tellement lourde cette phrase. Il y a tellement de... J'ai une mauvaise interprétation de cette phrase. Ouais. C'est genre, c'était vraiment nul. Continue, je sais que c'est dur pour toi, mais accroche-toi. Moi, ma version de ce truc aussi, c'est les gens qui viennent dehors, il fait pas facile de faire ça. Hein. Oh, tu fais ça va. Vous, c'est pas comme si ce qu'on faisait c'était l'usine, quoi. Comme si on sortait. Tu sais, genre, on va taffer 3 heures, faire des blagues dans des bars et après on rentre chez nous, quoi. C'est pas non plus l'usine, quoi. C'est pas la fin du monde. Les gens, ils te regardent. Pardon, d'un point de vue spectateur, il faudrait rien vous dire, en fait. Ou c'est pas rien vous dire, mais pas de retour trop construit parce que si les retours construits, moi j'aime bien. Après, moi j'adore que ce soit des gens qui connaissent ou qui sont pas forcément dans le milieu du stand-up. Tout regard extérieur est intéressant. Tout regard extérieur est intéressant parce que en fait, en tant que stand-upper, nous notre métier, c'est de raconter une histoire. Et pour que la blague elle soit drôle, il faut que l'histoire soit comprise de tous. Si elle n'a pas été comprise, s'il y a des choses qui n'ont pas été faites, l'autre personne, en fait, on n'a pas on peut pas avoir automatiquement, quand on écrit notre blague, la perception de tout le monde. Donc forcément, le retour d'autres peut construire et nous aider à améliorer notre travail. Mais c'est surtout que le retour aussi, c'est... en fait, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, il y a une limite entre dire quelque chose et avoir du tact ou pas. Tu vois, et de juste être impoli. Oui. Et c'est qu'en plus, tu vois, ce genre de retour de genre 1, 2, 3, 4 du préféré, il n'y a rien de construit. Ouais. C'est juste t'exprimes une opinion qui n'a aucun apport dans ce qu'on a. C'est ça. C'est pas si tu dis genre, ah ça j'ai adoré, j'ai bien aimé quand t'as fait ça, c'est très fort, et ça, ah dommage, pourquoi pas, nana. Ça, déjà, si une personne te dit dommage, bon, c'est un peu dans la limite, mais ça, moi je peux le comprendre. Que t'as envie de donner ton truc et de dire que ça, machin et tout. Mais juste dire 1, 2, 3, 4,
Ouais, ça va pas. Vraiment, juste, je vais passer mon retour à me dire pourquoi 3. Juste, tu n'as aucun élément de réponse. Ouais. Oui, donc j'ai aimé, j'ai pas aimé, bof. En revanche, j'ai compris, j'ai pas compris. Ouais. Déjà, ça peut un peu plus vous aider, quoi. Bah, en fait, c'est une histoire de tact. En fait, tu sais, c'est comme dans toutes les conversations Oui, de genre. finalement, jamais tu notes les gens 1, 2, 3, 4. C'est ça. dans la En rue. plus, c'est les scènes, bah, tu connais comme moi, c'est tellement aléatoire. Des fois, tu peux être bon, des fois, tu peux être mauvais. C'est pas quelque chose qui est automatique, c'est pas comme une musique que tu écoutes tout le temps. Il y a tellement de facteurs. C'est ça, c'est du spectacle vivant. Des fois, tu peux être bon, des fois, tu peux être mauvais. Sur le même texte, dans la même salle, d'une séance à l'autre. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Et ça dépend beaucoup de l'énergie. Moi, c'est mon gros défaut pour le moment que j'essaie de travailler. C'est que ma prestation dépend énormément de l'énergie que le public me donne en retour. Et c'est-à-dire que si je fais la prestation, le public il est très énergétique, il redonne beaucoup, ma prestation va être incroyable. Ah oui. Mais si le public est très privé, très dans leur coin, bah moi je vais copier en fait leur énergie et être aussi beaucoup fermé et je vais moins communiquer dans mon jeu. Et du coup ça va donner une performance moins bonne. Et c'est mon défaut sur lequel j'essaie de taffer le plus en ce moment. Mais en vrai, je comprends ce que tu dis. Mais je me faisais justement cette réflexion, c'est le double tranchant du stand-up. Aujourd'hui, dans le stand-up, c'est quoi ? On fait tomber le 4e mur. On est directement avec le public, on est dans une discussion. Et j'avais passé la masterclass avec Yacine Bellous, et qui disait la chose principale quand tu montes sur scène pour du stand-up, pas pour des personnages ou des sketchs et tout, pour du stand-up, la chose principale, c'est de sentir le public. Parce que on est là, il y a une communion qui se fait, on est avec eux, etc. Donc forcément, s'ils te donnent une mauvaise énergie, le double tranchant du stand-up, tu vas être avec ça. Tu vas essayer de renverser la vapeur, tu vas faire du mieux que tu peux, mais des fois, ça marche pas. Et par contre, quand ça marche, ça cartonne, c'est incroyable. Et bien ça, sûr. Voilà, c'est le double tranchant. Si c'est bien, c'est incroyable, et si c'est mauvais, c'est dur. Non, mais moi je pense que c'est une bonne façon de finir un peu ce thème du jour. Et on va passer au moment du jeu. Allez. Toi t'aimes bien les jeux ou pas ? J'adore jouer moi aussi. C'est l'un des trucs, si je pouvais faire que ça de l'épisode, moi je pourrais aussi faire ça, et ce sera le dernier épisode. Le jeu qui suit donc a été écrit d'après une idée d'Arthur Meyer, mon ingénieur du son, qui m'a montré récemment des journaux de presse à scandale, tu vois, du type secret d'enquête, vécu, je sais pas si tu vois ces trucs de presse à scandale de genre il a tué son voisin, de machin, un truc que ça. C'est très difficile à imaginer, parce que maintenant ces trucs-là on les voit plutôt sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est ce qu'on appellerait un article putaclic, sauf qu'il faut savoir que c'est encore imprimé avec une horrible couverture rose, jaune fluo, des trucs vraiment comme les articles qui t'attirent, la fin va vous étonner, etc., mais imprimés sur du papier. Et j'en ai trouvé l'autre jour sur un tournage, c'était des éléments de déco, et j'ai trouvé ça incroyable que ces trucs-là existent. Bien sûr. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'ils sont pas disponibles en ligne, il faut les acheter en vrai pour voir les articles. Ah ouais. Et du coup, moi déjà, ce qui m'étonne dans ce truc, on en parlera après, mais c'est genre le nombre de trucs horribles qui se passent, qui présentent. Genre, je pense que tu lis ça, tu te dis, le monde entier est rempli de tueurs, psychopathes, pédophiles. Il n'y a que ça. Ouais. Je trouve ça incroyable. Et du coup, il m'a fait remarquer il a remarqué que tous les titres, souvent, étaient en 2 temps, de genre très abrupt et sans rapport. De genre, je vais vous passer l'exemple, c'est alors que j'étais enceinte de 6 mois, 3 petits points, mon mari m'a quitté pour ma mère. Tu vois, c'est ce genre de... Ouais. C'est ce genre de truc en 2 phrases, de genre une phrase, 3 petits points. C'est un de mes préférés, celui-là. Voilà. Il te met la prémisse et bam. Mon mari m'a quitté pour ma mère. Et voilà, du coup, le jeu qui va être là, c'est que tout simplement, je vais vous dire une première partie de phrase et je vais vous donner 2 possibilités de seconde partie de phrase et à vous de trouver laquelle est la bonne. Ah, ok. Voilà. Mais qui existe, du coup, c'est des histoires qui existent. Il y en a une qui existe, ouais. Ok, oui, ok. Elles existent au moins dans ces magazines, parce qu'on sait jamais vraiment je pense que les 3 quarts sont fausses. Mais... Alors, j'ai une vraie question. Est-ce que, comme tu disais, est-ce qu'il y a plus de fous furieux de tueurs en série, de violeurs, etc. Ou est-ce qu'on a plus accès à la communication et du coup on est plus au courant de ce qui se passe et que les gens savent que ça fasse le buzz et ils en mettent un peu plus en valeur? Je sais pas, c'est une vraie question que je me pose. Je pense qu'on est, c'est un peu des deux. À la fois on est plus au courant, mais en même temps vu qu'il y a besoin de faire du buzz, etc., on va parfois peut-être créer des choses aussi de toutes pièces. Mais est-ce que là on va dire, il y a une constante au niveau des fous?
C'est ça. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'il y a de plus en plus de fous Pour peut-être Pour te dire, pour écrire ce jeu, j'ai regardé une centaine de couvertures de ces magazines. Waouh. Bravo pour le Toute travail. année confondue. Le nombre de fous a l'air constant, vraiment. C'est Ok. plutôt le même genre de délire à chaque fois. Hein. Ok. Vraiment, ça change, ça varie très peu. Ok, bah c'est rassurant. Et du coup, par exemple, une proposition que je pouvais vous faire, c'était alors que j'étais enceinte de 6 mois, 3 petits points. Est-ce que c'est mon mari m'a quitté pour ma mère ou alors mon mari m'a quitté pour Gaspard Proust? Voilà, parce que j'avais prévu quasiment. Je t'ai ruiné ton Gaspard Proust. Bah ouais, du coup. J'ai fait un first. Parce que Ok. on essaie de caler le nom de Gaspard Proust dans chaque épisode du podcast. Jamais 203. Oh là là. Les ringardos. Ok. Voilà, et du coup, mon principal peur sur ce jeu, c'est que ce soit glauquissime. Et j'espère que ça n'est pas trop, on va voir. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, chaud. Est-ce qu'on compte les points cette fois-ci? Si tu veux te chauffer à compter les points. Non, c'est bon. Moi, j'aime pas les compétitions. Moi non plus. Je suis d'accord. Bon, allez, c'est bon. Bonjour. Le premier. Je pensais avoir trouvé l'amour sur Internet, 3 petits points. Il est en fait mon père. Ou alors, je pensais avoir trouvé l'amour sur Internet, 3 petits points. Il m'a poignardé 29 fois. Il m'a poignardé 29 fois. Celle-là, je crois que je la connais du coup. Donc, Ouais, mais c'est 29 fois. c'est 29 fois, Ouais. effectivement. Je connais aussi cette femme Je la connais. qui s'est fait pardonner 29 fois par son père. Moi, j'aime bien Faut être pas 29 très fois. doué parce que, ouais, 29 fois, je veux dire. Ouais, il avait la rage, hein. Moi, je dis pourquoi pas 30, tu vois. Faut vraiment imaginer, au bout de 15, à mon avis, t'en as déjà marre, quoi. Enfin, faut des passionnés de coûter la Bien vie. sûr. En Suisse, certainement. Ça, c'est un de mes préférés. Les pires tueurs de l'histoire ont un point en commun. 3 petits points. Ils aiment tuer ou ils sont gauchers. C'est trop con, ils aiment tuer. Quoique ça peut être quand même quelque chose Bah, d'assez ouais. con comme ça. Non, moi je vais dire Attends. gaucher quand même. Gaucher, ça a l'air trop. Il nous amènerait là-bas. C'est Alors moi, trop- j'imagine c'est que c'est trop vraiment c'est un rationnel. truc à la con. Ils aiment tuer. Moi, je dirais ils aiment tuer. Eh bien, tu avais raison, c'est ils aiment tuer. Ouais, non. J'adore ce type totalement con. Tu fais. C'est incroyable, quelqu'un a écrit ça, quelqu'un Mais était oui. payé pour écrire ça. Mais ouais, C'est mais peut-être après, des en vrai, bénévoles, l'article, il peut être intéressant parce qu'il peut dire, ouais, petit, il tuait des chats et tout, etc. Et Ah après, oui, il a commencé ils à aiment tuer des. tuer, pas Oui. forcément des Mais, humains. mais Ouais. le titre est un peu. Tu dis. Ouais, No c'est shit. C'est comme si les plus grands chefs ont un point commun. Ils font à manger. Ivre, virgule, il a bu de l'alcool. Enlevé quand il était bébé, mon fils, 3 petits points, était mon amant ou vivait dans la maison d'à côté. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? Enlevé quand il était bébé, Ouais. mon fils, 3 petits points, était mon amant ou vivait dans la maison d'à côté. Ah ok, j'ai C'est compris. l'histoire de Jeep. Je croyais que c'était le gamin enfant qui est l'amant, mais non, c'est genre, Ouais. il a été éloigné de la Ok. famille, ils se sont re-rencontrés plus tard. Voilà. Moi, j'y crois, mon fils était mon amant, Ouais. ça peut être... Parce que s'il vivait dans la maison d'à côté, l'instinct maternel, à mon sens, ferait elle aurait elle aurait un radar à... ouais, elle l'aurait enfant. senti ou elle l'aurait peut-être aperçu. Alors, je pense, c'est un truc. Moi, je pense mon amant. Dans Plus les deux tard et cas, tout, ça ouais. fait quelqu'un que tu rencontres, mais du coup, l'instinct maternel, c'est encore Ouais, plus mais chaud, ça après, vient 20 sans ans, maman. 25 ans plus tard, vas-y, l'instinct maternel. Ah ouais. Il Ouais. est noyé dans l'alcool. Ouais, non, moi, je garde... mon fils était mon amant. D'accord. Toi aussi Aussi. Bah, c'était vivait dans la maison d'à côté. Ah, mais non. Moi, j'y crois pas tellement à l'instinct maternel. Hein. Ah ouais? Moi, je pense que, bah, en fait, c'est que les gens, en fait, souvent, les gens qui sont les plus proches de toi, tu fais pas gaffe à eux. Tu sais, c'est un peu Lupin. Vous m'avez vu, vous m'avez pas regardé. C'est genre, je pense que quand t'as vécu un drame de ce genre, t'as perdu ton enfant qui a disparu, genre, tu peux le chercher dans le moindre enfant que tu trouves, mais ça se trouve, ton voisin, tu peux pas faire gaffe parce que tu dis, c'est juste mon voisin. Et tu. Ouais, mais quand même. Ah, je sais pas. Tu Après, s'il a ramènes vraiment ta un- gueule, oui, mais. Quand même, il ramène un gamin qui a l'âge de ton gamin. Et et tu l'as pas vu, Qui a t'as gardé pas le vu même de grossesse, prénom. ou je sais pas. Enfin, je sais que je connais pas l'histoire, mais c'est. Ouais, on est quand même. d'accord qu'il donne jamais de contexte, du coup. Non, enfin, Ouais. c'est les titres, hein, c'est C'est- sur les couvertures. Je vais pas acheter 100 magazines pour voir Ouais, vraiment ouais. de quoi parler les articles. Je comprends. T'es parti dans ma cassette après photo Non, j'ai fait Google Images, j'ai cherché les noms des magazines, j'ai cherché les rêves. Mais en fait, à chaque fois, au début, je me suis chauffé, je me suis dit, je vais essayer de retrouver les articles. Je me dis, ça se trouve, ils ont leur site web. Ouais. En fait, la plupart de ces magazines n'ont déjà pas de site web. Et tu peux juste les acheter
il y en a pas en digital, même pas. Et donc en fait j'étais en mode bah non, je vais pas voir les articles. C'est vraiment des reliques pré-internet. Ouais, c'est vraiment un truc qui a continué, c'est fou. Mais j'ai ce truc un peu de psychopathe, j'aime bien les histoires un peu glauques. C'est vrai? Ouais, je m'endors sur des histoires glauques. Tu regardes les trucs genre Ondelat et tout Il y a une nana que je kiffe qui s'appelle Liv, qui fait des vidéos sur YouTube. Ok. LIV. Elle raconte trop bien. Il y en a deux, il y a elle et un autre gars. J'adore, il raconte trop bien parce qu'en plus il mène vraiment des enquêtes, il te rapporte les détails, etc. Et je kiffe. Et j'écoute, je dis, wow, les gens sont tarés. Et c'est vachement bien fait. Du coup, t'es genre la personne idéale pour ce jeu en fait. Ouais, moi j'adore. On peut rester. Mais moi j'ai du mal. Genre en fait, j'ai aucun problème à regarder des trucs qui parlent de choses horribles qui sont passées. Mais quand on me dit que ça s'est passé dans la vraie vie, j'ai un malaise de fou, tu sais, je me sens, ça me fait bizarre. Ah ouais. Genre je trouve ça 10 fois plus glauque le fait que ça se passe dans la vraie vie, tu vois. Tu veux que ça se passe où? Mais non, mais tu sais, dans un film où c'est une fiction, ouais. Et genre il peut se passer les trucs les plus horribles du monde, tu t'en bats les couilles, c'est une fiction. Ouais. Et genre on me dit, ça s'est vraiment passé mon pote. Et je suis en mode, le monde est affreux, j'ai peu envie de vivre dedans. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois. Voilà, mais après... Je suis plus dans un état d'esprit où quand j'entends ça, je me dis, il y a vraiment des fous partout. J'ai raison de me méfier de tout le monde. Putain aussi. J'ai découvert ma mère au lit, 3 petits points, possédée par Satan, ou avec mon meilleur ami. Putain, possédé par Satan, parce qu'avec mon meilleur ami, je pense qu'il y en a tellement des articles comme ça qui peuvent sortir que possédé par Satan, c'est pas très sensationnaliste de dire ah bah en fait mon meilleur ami couche avec ma mère. Mais quoi que ces gars, donc peut-être il nous parle de ça. C'est formulé comment le truc avec la mère? J'ai découvert ma mère au lit, 3 petits points, possédé par Satan ou avec mon meilleur ami. Non, possédé par Satan. Moi je clique sur possédé par Satan. Je vois ça, je clique. Ouais. Même si c'est sur papier du coup. Tu cliques. Ouais, je clique sur le papier, moi. Je suis une putaclic, moi je clique partout, moi. Eh bien, malheureusement, c'était avec mon meilleur ami. Comme tu vois que la nullité des histoires aussi qui te vendent, c'est genre des fois, il y a vraiment pas d'histoire ouf à dire, c'est genre dire, bah, elle a trompé, il a couché avec sa rhum, en fait, son meilleur pote. C'est quasiment du niveau, je voulais acheter du pain, mais il y avait plus de baguettes, tu vois, c'est vraiment. C'est pas. Ouais. J'aurais préféré posséder par Satan. Il y avait un petit truc. Bah, je sais. Steven Spielberg un peu. Quoi. Ensuite, j'ai changé de sexe, 3 petits points, par accident ou pour garder mon mari. Waouh, celle-là, elle est dure. Je l'adore, celle-là. Par accident? C'est genre le mari qui se rend compte qu'il est homosexuel et sa femme pour le garder qui devient. Ça doit être ça. Ouais, mais. T'as dit ça doit être ça, donc. Mais non, mais si c'est ça, le titre, ça doit être ça. Moi, et l'autre, c'est. Tu vois, ou par accident, c'est genre dans une table d'opération, genre ils ont inversé les deux trucs dans un. Moi, je suis chaud pour le par accident. Parce que je pense que erreur médicale. Non. Énorme erreur médicale, mais je pense que c'est possible. Les deux sont, de toute façon, peu probables. C'est bon, j'ai la réponse. Ouais. C'est quoi? C'est par accident. En fait, le gars, il faisait de la muscu, il a pris plein de testo ou de je sais pas quoi, ça lui a fait pousser des trucs. Je sais pas, tu sais, ils prennent tout le temps des produits de malade. C'est ça, c'est pas forcément par chirurgie. Parce que moi, avant, j'étais... Enfin, bref. J'ai fait un peu de muscu, quoi. Très bien. Eh ben, je vous ai encore brain, mon pote. C'est pour garder mon mari. Mais non. Vous étiez sur la bonne réponse au début. Vous avez changé, vous avez brain. C'est moi l'élément perturbateur. Désolé, c'était toi qui avais la réponse. Non, mais ça veut dire que moi, je pourrais être auteur pour ces titres de magazine. En fait, j'en écris des très bien. Voilà une reconversion possible. C'est complètement ça, auteur de ça. Il faudrait inviter un jour un auteur de ça. Des gens qui bossent sur ces magazines. Grave. J'ai retrouvé mon mari sur Facebook alors que je le croyais mort ou marié à une autre femme. Attends, du coup c'est croyait mort ou Ouais, alors j'ai pas bien fait. Attends, j'ai retrouvé mon mari sur Facebook, 3 petits points, alors que je le croyais mort ou marié à une autre femme. Bah non, marié à une autre femme. Parce que alors que je le croyais mort, en même temps, ce serait un truc de ouf. Ouais, ça serait quand même incroyable. Ça serait quand même incroyable. Mais en même temps, envie de cliquer le mauvais David Copperfield, quoi, qui fait croire qu'il est mort et finalement, en fait, il prend même pas la peine de se cacher un peu sur les réseaux. Peut-être supprimer ton compte Facebook. Je peux dire une carte joker. Vas-y. Moi, j'ai dit c'est les deux. Je le croyais mort et je l'ai retrouvé avec une nana qui était mariée. Moi, je pense que les gens sont capables de faire ça. Ouais. Au lieu d'assumer la rupture, ils font croire qu'ils sont morts, ils partent avec une autre nana. Je vote les deux.
Très bien. Ouais, non, moi, Carte Dieu. alors qu'il... pour moi, il est pas mort. Juste, il est parti avec une autre nana. Genre, il a une famille cachée. Il est parti avec une autre nana et ce con, il a même pas vérifié que sur Facebook, il avait coché ami de mes amis. Enfin, moi, je sais que... Ouais. Il a envoyé une demande d'amis. Merde. Il a laissé son statut sur Facebook à marié. Eh bien, non, tu avais raison, c'était alors que je le croyais mort, mais c'était pas l'autre. Mais après, l'autre, c'est possible. Hein. J'ai pas lu l'article. Voilà, on est professionnalisme jusqu'au bout. Ah ouais. Mais ça m'étonnerait pas qu'il soit en plus marié à notre femme. Mais c'est quand même con quand tu te fais passer pour mort de dire peut-être je remets pas Facebook. T'as fait le plus dur. Quand t'as réussi à te faire passer pour mort. Non, mais peut-être qu'il a pas fait passer. Il a juste fui. Elle a cru qu'il était mort. Oui, ça veut dire genre tu vois. Elle a enregistré un enterrement et tout. C'est dur. Tu dois passer d'une émotion à l'autre trop rapidement. Horrible. Ensuite, j'ai été enlevé et séquestré pendant 666 jours ou par erreur. J'adore le par erreur. Parce que 666 jours, ouais, on est sur du 2 ans quand même. Ouais. Et tu te dis pas genre, putain, mais c'est pas la bonne otage. Pourquoi j'ai... Non, mais 666 jours. Peut-être que le titre, il a mis ça parce que 666, c'est d'évasion. Peut-être 666, quoi. Attends, moi, je crois que je me suis planté. C'est les deux propositions, toi, tu les as combinées. Ouais, 666 jours ou par erreur. Plutôt par erreur. Je pense pas que tu puisses séquestrer quelqu'un 2 ans comme ça... Et t'en vanter dans un journal, surtout. Non, c'est la personne a été séquestrée. Ouais, d'accord. Ouais. Mandela, il a été séquestré plus de 10 piges. Oui, ça, par erreur. C'est comment c'est Olivier Dubois, là, le journaliste qui a été relâché de Syrie, ou je sais plus, là, il y a un mec qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, ce genre de type, il a séquestré plusieurs années. Donc, non, mais quand même, je vais dire par erreur. Ok. Pour le fun. Moi, j'aurais dit 666. Eh ben, écoute, Salem, tu as faux. Écoute, toi, t'es très sur Satan 666, tu kiffes bien. Ouais, je me dis, c'est un truc à cliquer, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. En fait, j'essaie de créer des trucs qui soient en mode on peut cliquer dessus. C'est vraiment bien fait. Et non, c'était par erreur, effectivement. Moi, j'aime bien le fait de faire par erreur. C'est-à-dire, genre, t'es au bout de 4 jours, tu fais Sylvie, tu vas prendre cher. Moi, c'est pas Sylvie, c'est Marie. Ah merde. Ah ouais, mais ils ont pas dit combien de temps ils l'ont fait. Comme d'habitude, hein, j'ai pas lu l'article. Hein. C'est du journalisme total. Des demi-heures. Si tu veux, je peux te retrouver la source et je te l'achète, hein, mais je sais même pas si c'est achetable encore. Ça se trouve, ça date d'il y a 10 ans. Envoyer des sous et comme ça, on pourra acheter ce genre de magazine et faire notre travail. Ou alors, j'en appelle à ce magazine. Envoie-nous. Ouais. Ah bah ouais, carrément. Envoie-nous un carton de tous ceux que vous avez pas vendus parce qu'à mon avis, il y en a plein que vous avez pas vendus. Ouais, on peut faire la pub. Ouais, vas-y, j'ai même pas de partenariat incroyable. Ouais. Sponsor, ouais. Vécu, hein, envoyez-nous vos cartons. Secret d'enquête, envoyez-nous vos cartons. Ça m'est arrivé, envoyez-nous vos cartons. Voilà, comme ça on peut couper sur lequel c'est. Il y en a beaucoup, hein, quand même, de ces Bien sûr. Ensuite, l'avant-dernier. Ma mère et moi sommes, 3 petits points, enceintes du même homme ou en réalité sœurs. Non, enceintes du même homme. Enceinte du même homme. T'en as trouvé des incroyables. Enceinte du même homme, j'aime bien aussi, mais... Ça fait très probable. Enceinte du même homme, ça fait quelque chose assez courant. Et somme, en fait, sœur, cela dit, ça, c'est possible aussi. Mais comment sœur? Ça voudrait dire que... tu sais, parfois, quand t'as dans les campagnes reculées, quand t'as eu un enfant très très jeune, parfois c'est ta mère qui le prend en charge. Je sais pas si je suis clair. C'est arrivé à Jack Nicholson. Mais, mettons, t'as une grand-mère qui a une fille, et cette fille, elle a un enfant très jeune. Ok. Mais genre 14 ans, 15 ans, quoi. Ok. Au lieu de dire, je suis la grand-mère, tu es ma fille, machin, parfois tu vas l'élever, la petite fille, du coup, comme ta propre fille aussi. Ok. Donc elles sont à la fois sœurs, et en même temps, il y en a une qui est la mère de l'autre. Donc ça serait sœur, mais pas dans le sens... fraternel, ça serait non, parce que c'est l'inverse, toi. Là, du coup, c'est l'inverse. Sont... Ah ouais, non, je vois pas ce que ça c'est quoi, recommence là. Ma mère et moi sommes en réalité sœurs. Mais du coup, ça peut être un truc du genre... C'est ces 2 filles qui ont... Genre, ils ont une grosse différence d'âge. Genre, la mère meurt,
Et genre, du coup, la fille dit, bon, bah, je récupère la petite sœur et je vais l'élever comme si c'était machin et tout. Non, ça voudrait dire qu'ils ont le même père. Ça voudrait dire que le père a engrossé sa fille. Aussi, ça peut être ça. Putain, j'avoue. C'est pas du tout glauque. Non, là, c'est très glauque. Moi, je clique pas parce que c'est très glauque. Même si c'est possible, hein, je clique pas. Moi, j'ai envie d'aller C'est trop glauque. sur le truc des sœurs. Du coup, si toi, tu prends... Toi, t'as dit que tu prenais quoi? C'était le truc un peu probable. La mère et la fille ont le même papa. Enfin, le même papa, le même géniteur. Mais non, attends. Si, c'est le même Ma mère géniteur. et moi sommes enceintes du même homme. Ça a l'air oui. plus probable. L'autre est trop glauque pour moi. Même si c'est vrai, je clique pas. En soi, C'est ta limite. avec ce que vous avez dit, ça veut dire que soit elles ont le même père pour leur enfant, soit elles ont le même père tout court, Ouais. en fait. Ouais. Non, bah ouais, le même père pour leur enfant, ouais, même si c'est horrible. Eh bien, c'est enceinte du même homme. Yes. Ouais. Ouf. Ça avait raison, Ouais, ça. l'autre était trop glauque. Ouais, mais du coup, ce que tu disais par rapport aux enfants, c'est arrivé à Jack Nicholson. En fait, Jack Nicholson, sa mère l'a eu à 16 ans. Et Ok. du coup, il a été élevé par sa grand-mère. Et sa mère, il a cru quasiment toute sa vie que c'était sa sœur. Mm. Et genre, il l'a appris à 50 ans, la vérité. Ah ouais. T'imagines, c'est taré. Comment ça doit te changer ta vie d'un coup? Les bons petits Ah secrets ouais, de famille. t'imagines ta mère. Ah ouais. Déjà que Nicholson était à moitié taré, ça a pas aidé. Putain. Non, mais c'est ouf. Parce que moi, ma sœur, comme je te disais tout à l'heure, elle Ouais. a 20 ans de plus que moi. Ouais. Et souvent, quand je voyageais avec elle, les gens pensaient que c'était ma mère. Bah ouais. Un coup, hein. Peut-être, Ça se sait-on trouve, jamais. c'est ta rhum, tu vas Ah. l'apprendre. Non, j'ai vu des photos de ma mère enceinte avant de m'avoir, donc je pense que. À moins qu'elle l'ait changé ou qu'il l'ait passé au voisin et qu'elle n'a pas l'instinct maternel. Apparemment, tu sais que les bébés échangés à la naissance, apparemment, c'est un truc qui arrive plus souvent qu'on pense. J'ai vu beaucoup d'articles qui en parlaient, Non, c'est vrai. qui disaient, en fait, de personnes qui ont fait des tests, tu sais, de genre ADN et tout. Tu sais, les trucs MyHeritage et tout, je sais pas si tu vois. Ouais. Et genre, ils se rendent compte que le père et la fille partagent pas le même ADN. Et genre, le père, il est en mode vénère, en mode bah tu m'as trompé, je suis pas le père et tout. Et la mère fait le test, et elle non plus, elle partagera avec la fille. Et que en fait, ils ont été échangés à la naissance. Et apparemment, depuis quelques années, ça arrive beaucoup. Des gens qui aperçoivent. Bah, depuis qu'en fait, les gens ont facilement accès à des tests ADN et tout. bien sûr. Apparemment, c'est un truc qui arrive plutôt souvent. Et que c'est pas. Enfin, ça se passe pas toutes les 2 semaines. Mais il y en a pas si peu que ça. Ouais, mais j'ai lu aussi pareil un article aux États-Unis. Le mec, il a 80 ans, il s'est rendu compte que ses parents, c'était pas ses parents, quoi. T'as rien. 87, c'est tard, quoi. Bah. Ouais, mais limite, c'est trop tard. Tu dis bon. Bah, Ouais, je mais, sais pas comment mais tant pis, après, cette information. il a lancé des recherches et tout. Enfin, ils ont fini par retrouver ses parents. Et ils étaient vivants. Ouais. Incroyable. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'était une histoire folle, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il a été kidnappé quand il était petit. Et après, il a été mis dans une famille. La famille a fait semblant que des histoires de mensonges jusqu'au bout. Il a su très tard C'est la pareil. réalité, quoi. Kidnappé à la naissance, 3 Ouais. petits points. Et il découvre que ses Ouais, parents à ne sont pas 80. ses parents. Non, à 80 ans, il découvre qu'il a été kidnappé Ouais. à la naissance. Ça, c'est incroyable. Et pour finir, le petit dernier, qui est mon préféré. Infertile, je suis tombée enceinte, 3 petits points, grâce au Botox ou de mon cousin. Ouah, grâce au Botox. Mais Comment- déjà, je comprends pas comment. Comment on peut tomber enceinte grâce au Botox? Je vais donner la même réponse à chaque fois. Je n'ai pas lu l'article. Grâce au Je Botox. peux faire que des hypothèses. Bah oui, mais c'est quoi les hypothèses du coup possibles? Bah, c'est genre que ça se trouve, le Botox a fait une réaction hormonale qui a fait que en fait, t'as pu avoir un enfant, je sais pas. Mmh. Ouais, c'est hautement Ou alors- probable. Ou alors, elle était moche, du Botox, elle Ah. est plus belle, et du coup, quelqu'un a dit ok, je te fais Elle fait, féconder. ah, mais en fait, faut faire l'amour pour avoir un enfant. Je te fais féconder, bam. En Je fait, sais pas, peut-être. elle dit infertile, mais c'est juste que, ouais, elle avait pas su le pécho Ouais, avant, c'est ça. peut-être. Et l'autre, c'était quoi l'autre phrase? Je suis tombée enceinte de mon cousin. Ça, c'est quand même plus probable. Ouais. Mais ça se fait régulièrement. et que- Christine Ouais, mais du Boutin coup, c'est approuve. c'est genre le truc en mode, t'inquiète pas, on peut pas avoir d'enfant, pas de risque, machin et tout, parce que je suis infertile. Et ah, mince. Ouais, le cousin qui force un peu le truc, quoi. Et ouais, c'était toujours pittoresque, ces histoires de famille. Hein, Voilà. Qui est le rédacteur en chef de cette C'est moi, en fait, depuis le début. Ouais. Il doit passer des sacrées soirées. Non, Tu vas non, dire, moi, bon, je- cet article, non, celui-là, ouais. Je suis en mode Christine Boutin, moi, je pense que c'est une histoire de cousin. Ah ouais. Ouais, pareil. Toi aussi? Je suis, ouais. Ah, c'était le Botox. Il fallait aller dans la fantaisie. Ah non, incroyable. Non, mais là, par Mais contre, c'est- il faut bah, qu'on alors. sache comment. Mais il sait pas, il a Je pas- sais, t'as pas lu l'article. Mais comment le Botox résout les problèmes de... d'infertilité. Attends, c'est fou. je vais taper le titre de l'article.
Je fais un petit jingle musical. Tu veux, je te peux faire des sons de bouche. Hein. Ah bah vas-y, fais-moi un petit jingle. C'est quoi le jingle Je vais rien changer, c'est parfait. Okay. Tu vas perdre de l'audience, moi je te dis. Oh là. A priori, ça aurait un rapport avec... En fait, ça aurait un rapport avec l'endométriose et le botox qui a un effet sur l'endométriose. Un truc hormonal. Mais l'endométriose, c'est juste une douleur. Oui, mais ça peut rendre stérile l'endométriose. Ah, ça peut... Ok, je savais pas. Incroyable. A priori, ce serait ça, mais ça, c'est un site qui n'est pas un truc, c'est un témoignage sur l'infertilité et l'endométriose, et il y a le mot botox dedans. On rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de chances non plus que ces articles soient vérifiés. C'est bien sûr. Selon la méthode scientifique consacrée. Moi, je n'ai pas vérifié, mais je pense que eux non plus. Ah bah, de base. Mais du coup, voilà, ce serait ça. Mais est-ce que tu penses que, genre, il y a un sourd, ils disent merde, on n'a pas d'article. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer? Il faut un brainstorming des pires idées. Mais moi, je pense que la moitié des idées, des articles, c'est vraiment juste inventé en mode qu'est-ce qui va faire parler, quelles histoires on peut inventer. Mais ça se trouve, c'est de la fiction. Mais après, du coup, c'est à considérer comme une œuvre de fiction, quoi. Créer l'horrible dans l'humain. Mais du coup, il faut jauger, il faut se dire à quel niveau d'absurdité je peux aller sans que ce soit trop remis en question. Parce que si tu dis, Macron s'est marié avec une vieille... Qui aurait pu prédire que Macron... Non, mais tu vois, si tu vas dans des histoires vraiment trop absurdes, je pense qu'au bout d'un moment, les gens ils accrochent plus quelque part. Donc, il faut être... C'est un vrai métier. Il faut savoir doser l'absurdité, parce que si, par exemple, tu fais passer une réforme dont 70% des gens ne veulent pas, et que tu dis que c'est une réforme démocratique, tu vois, c'est trop gros, les gens vont pas y croire. Alors que si tu doses un peu... Bon, voilà, c'était mon instant Manu Mac. Yes. Eh bien voilà, c'était le jeu du soir. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce petit jeu. C'était incroyable. C'est vrai, ça fait plaisir de fou. Merci, c'était cool en vrai. C'est mon premier podcast et j'ai kiffé. Tant mieux. J'ai kiffé, c'était cool. Merci à vous. Très content de ce que tu as fait de jeu. Merci beaucoup. C'est le plus important, c'est que la personne qui a eu l'idée soit contente du résultat. Et du coup, j'ai fait essayer de chercher plein qui n'étaient pas dans ce que tu avais pu voir. Et du coup, pour finir un peu Salem, du coup, je voulais demander, c'est quoi un peu toi tes projets à l'avenir dans les prochains mois? C'est un peu quoi tes objectifs en fait? Parce qu'on parlait de Comedy Club et tout, de tester. Est-ce que toi, tu bosses vers quoi en fait? Qu'est-ce que tu te diriges dans le stand-up? Tu te diriges dans quoi là? Là, en termes d'écriture, en termes de... Enfin, parce que j'ai plein de projets entre guillemets, j'aimerais sortir un peu du storytelling et rentrer un peu dans l'absurde, mais sans aller trop loin dans l'absurde. Ok. C'est-à-dire un peu... Là, j'essaye de jauger jusqu'où je peux aller en termes d'absurde sans aller trop loin. Voilà, en termes d'écriture, là où j'en suis. C'est sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. C'est marrant, je suis dans le parcours inverse. C'est-à-dire que moi, je suis très dans parler de trucs absurdes, de trucs rigolos, de trucs bizarres, et que je suis pas très bon en storytelling, et j'essaie d'apprendre à être meilleur en storytelling. On peut s'échanger. On peut s'échanger des textes. Mais mais je trouve que l'exercice est assez compliqué parce que on peut vite basculer dans l'extra absurde. Après, c'est cool si tu arrives à accrocher le public et tout, mais moi, c'est pas dans ce domaine où j'ai envie d'évoluer. Pour l'instant, j'ai juste envie de déconner un peu. Ok. Tu vois, en prenant des sujets assez pointus et déconner un peu, essayer de les ramener dans ce que je raconte. Très bien, c'est trop fascinant. Et du coup, c'est un peu tes projets là pour l'instant, tu bosses pas sur un spectacle? Non, là je suis en train de bosser un bon 30. Le spectacle, pas tout de suite. Je suis en train d'essayer de monter un plateau de Comedy Club. C'est vrai? Ouais, c'est assez galère. Je t'avoue que... C'est galère? Ouais. Entre trouver les lieux, l'organisation, la technique. C'est un autre métier, c'est un boulot monstre. Bien sûr, mais moi je pense que le mieux pour faire un plateau, si tu veux vraiment faire un truc efficace et bien, faut que tu sois pas tout seul. Faut que tu trouves une autre personne avec qui le faire, en fait, sur lequel vous appuyez sur vos forces, vos faiblesses, et pour pouvoir vous relayer, en fait. Mais il faut que j'apprenne à lâcher prise. J'ai ce aussi, problème-là de trop exigeant. Contrôle. Et trop dans le contrôle, trop exigeant, et en fait, quand c'est pas fait exactement comme je veux, je pète un câble. Et je risque de m'embrouiller avec des gens que j'aime bien. Donc, j'ai pas envie de faire ça avec des amis proches, parce que je me connais, je suis horrible en termes sur ces projets-là. Je suis pas quelqu'un d'agréable. Ouais, j'ai pas de conseils, parce que moi, je peux être un peu pareil, en fait.
Donc, ouais, ben écoute, c'est cool, il y a plein de... Trop bien. Ouais. Mais j'ai envie de faire une petite phrase de radio, mais tu reviendras nous en parler. Yes, bah avec grand plaisir. Non, mais voilà, du coup, voilà, un peu la fin de cet épisode. En fait, à la base, j'avais une question sur tes lunettes pour faire des blagues dessus, mais en fait, on a déjà parlé un peu en début. Bah, tu peux En vrai. Ouais, Non, mais juste, moi, est-ce que tu veux parler un peu d'où vient ce choix d'avoir ces chaînes de lunettes? Mais en fait, du coup, on décrit, c'est que tu as des magnifiques maintenant chaînes de lunettes dorées Yes, qui pendent à ton cou tout à fait. et qui vraiment créent une identité, en fait, un personnage. Moi, je trouve que quand je te vois là, je t'ai vu sur scène quand on était à Lyon. Ouais. C'est la première fois que je te voyais sur scène avec les lunettes, je crois. Ou alors je t'avais vu avant au Paname, mais bref. Mais je t'avais pas vu jouer au Paname, en fait. C'est pas la même chose. Mais je trouve que d'un coup, tu crées un personnage, tu crées une identité, tu crées un truc identifiable, en fait. Ah, c'est cool. C'est cool parce que t'es pas la première personne qui me dit ça et c'était pas l'objectif à la base. Ouais. Vraiment, c'était un espèce de coup de cœur. Vraiment, c'est genre. Il y a un soir où c'est m'est venu dans la tête, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ces chaînettes, je me suis dit putain, mais j'aimerais trop en avoir. J'aimerais trop en porter. C'était juste un kiff de toi. C'est juste un kiff. Et en ce moment, je fais beaucoup ce choix d'écouter mon cœur plutôt que ce que les. Je sais que beaucoup de gens vont me dire c'est ridicule, etc. Mais ça me fait kiffer. Bien sûr. J'adore. Mais moi je trouve, en fait, du coup, tu vois, vraiment, en plus, ça parle de ton identité, de dire juste j'ai vu ça parce que je kiffe. Ouais. De fou, tu vois, ça parle beaucoup de toi. Ouais, mais je sais pas du tout ce que ça raconte de moi. Je te jure, là, tu me dis, ça. Mais si, ça fait une personnalité de gars qui s'en bat les couilles, tu vois, et qui est juste là pour kiffer. Et qui est en mode enfin je sais pas si tu veux ce que je veux dire, ouais. ça fait cette image. Moi ça me change de voir des stand-uppers qui ont une banane, un t-shirt blanc et une casquette noire. Ouais. Ça change, tu vois, vraiment, parce que là à Paris il y a que ça quoi. Moi, j'allais poser d'autres questions sur ce look justement, parce que à la base les chaînes comme ça, c'est quand tu perds tes lunettes, c'est pratique parce qu'en fait tu peux pas les perdre. Et justement moi ça me renvoie cette image que peut-être tu veux montrer quelqu'un qui est genre qui pense à tout, tu vois ce que je veux dire, parce que genre t'aurais perdu tes lunettes une fois et t'aurais dit genre plus jamais je perds mes lunettes, vas-y, mais toi en fait toi c'est plus comme un bijou que tu le portes. C'est juste un kiff. Pour moi c'est la nouvelle étape. Moi je pense que potentiellement tu vas lancer une mode et que dans 2-3 ans ça se trouve ce sera la mode d'avoir des chaînes sans lunettes et tout le monde en aura. Ah, ça serait cool. Alors je lance une annonce à tous les opticiens, si vous voulez que je sois votre égérie. Ah bah trop bien. Ça serait incroyable. Incroyable. Mais ouais, non, j'aime beaucoup et justement j'étais en train de réfléchir à acheter un autre modèle. Oh, pour changer. Pour changer, ouais, j'aime beaucoup. Tirer sur quoi? Tirer sur un truc plus cuir Non, j'irais plus sur des gros maillons. Ouais, faut que j'essaye. Un peu mode rocker. Ou genre maillon fer un peu que genre cuir et tout. Bah, maillon en plastique. En plastique. Ouais. J'étais pas. Parce que j'ai essayé ceux qui étaient en ficelle. J'ai pas kiffé. J'ai pas aimé. Du coup, je me suis dit non. J'ai envie de. Je vais voir. Je vais aller en boutique. Je vais essayer. Je vais voir si j'aime bien. Maillon en plastique comme les rideaux de douche, donc. Voilà. c'est totalement le look qu'on veut se donner. C'est super. Tu seras une salle de bain. Et puis voilà, bon bah non mais je pense qu'on va finir un peu cet épisode et on va finir par la section des recommandations marrantes. Voilà. Je sais pas si toi t'as prévu des trucs à recommander. Je peux commencer si toi tu veux le temps de réfléchir. Moi je voulais recommander la sitcom New Girl que j'ai maté là en un mois, qui était trop marrante. Voilà, je trouve que c'est une sitcom moderne qui est très efficace, qui a beaucoup de blagues et qui a des personnages qui sont très attachants. Juste moi j'ai un problème avec les sitcoms, c'est que ça m'a l'air difficile de finir une sitcom. Souvent, il y a beaucoup de sitcoms que j'ai vu où la fin, je trouve, est toujours un peu décevante. La seule sitcom que j'ai vue qui est cool, c'est Parks and Rec où la fin est incroyable. Mais c'est un peu difficile. Mais sinon, j'ai passé un super moment et tu vis vraiment une vie avec ces personnages. Et j'adore ce que font les sitcoms sur ça. Les sitcoms, souvent, sont des choses qui se déroulent sur beaucoup de saisons. Sur 7, 8, 10 saisons, tu vois. Et du coup, tu as vraiment l'impression de voir une tranche de vie de ces personnages et de les voir évoluer. Et je trouve ça extrêmement fort et c'était extrêmement bien fait. Il n'y a pas de finalité narrative en fait, puisque le but c'est de vivre avec eux, mais du coup on ne sait pas comment écrire la fin du truc. C'est ça, en fait, comment faire une finalité narrative sur un truc qui est prévu pour ne pas en avoir. Des fois, c'est souvent un échec. Oui, dans l'idéal, on aimerait que ça s'arrête même pas. Quoi. New Girl, voilà, okay. C'est disponible sur Disney+. Ok. Et voilà, big up au personnage de Winston, qui est le GOAT, qui est incroyable, qui est génial. Voilà, et sinon, en autre recommandation, je voulais recommander Ryan George sur YouTube, qui est un anglais ou un américain, qui fait une émission qui s'appelle Pitch Meeting, qui est des résumés de pitch de films qui sont très absurdes, mais aussi il fait surtout des vidéos sur sa propre chaîne qui sont des situations drôles, genre
c'est du comique de situation, genre c'est une vidéo qui s'appelle Le premier humain à avoir un prénom. C'est genre une discussion entre deux gars sur le premier humain qui ait un prénom. Ou le dernier qu'il a sorti que j'ai trouvé hilarant, qui a fait pleurer, c'est Et si des chats faisaient un podcast. J'ai pleuré de rire, en plus c'est très ambiance américaine et tout, faut parler anglais mais c'est stylé de fou. Voilà, c'était mes recommandations. Cool. Ça me fait penser à un truc que je kiffe, d'ailleurs ça rentre totalement dans le thème, c'est l'histoire racontée par les chaussettes. Ah, c'est incroyable l'histoire racontée par les chaussettes. Ouais. De Yacine Bellous et Dedo, je kiffe. Moi il y a un truc de vraiment, en plus j'ai vieilli avec ça, c'est-à-dire que les premiers histoires racontées par les chaussettes, j'ai regardé, ça sortait, j'étais au collège, et là aujourd'hui je suis adulte et tout, il y en a encore qui sort aujourd'hui. C'est ça. C'est trop marrant qu'un programme arrive à vivre encore longtemps et à être drôle et tout. Moi je trouve l'épisode sur Isaac Newton est hilarant. Je savais pas du tout que ça continue à sortir. Si, ils font une saison tous les 2-3 ans, un truc comme ça, qui font crowdfundé. C'est ça. Et c'est cool. Ouais. Il y a un autre truc, un peu dans le même style, ça passait sur France 5, ou je sais plus à l'époque, avec la voix d'Alain Chabat, je crois que ça s'appelait Mout Mout. Ça me faisait rire, ça. Je pensais que tu parlais de Avez-vous déjà vu? Je pensais que ouais, il y a ça aussi. Avez-vous déjà vu? Très drôle. Mais je crois que c'est ça. Le crime était presque parfait. C'est l'un des trucs les plus drôles du monde. Et ce qui me faisait rire, c'est que les épisodes passaient à la Poste. Il y avait une télé à la Poste, je te jure, et il y avait... Avez-vous déjà vu? Tu passais 1 heure à attendre, mais tu rigolais. Des girafes avec un collier. C'est tellement drôle. Mais c'est drôle. Mais moi, c'est marrant parce que du coup, je connaissais pas du tout. Enfin, j'étais trop jeune pour connaître. C'est vraiment un truc d'internet que j'ai découvert au lycée. Ça pour moi. Ok. Pour les recommandations, je voudrais un truc qui m'a fait kiffer il y a pas longtemps. Alors, je sais que je suis très en retard parce que je crois que c'est une série qui est sortie en 2016, quelque chose comme ça. New Girl, ça a commencé en 2012 ou 2011, donc t'inquiète. Hein. Ah, ok. Ça a fini en 2017. Ah, ok. 2018, ouais, t'inquiète pas. C'est une série anglaise qui s'appelle Fleabag. Je surkiffe. C'est génial. L'humour anglais, déjà, j'adore. L'humour anglais, cette série te fait passer du... C'est cliché de dire ça, mais tu passes du rire aux larmes en 2 secondes. Mais c'est très, très fort. C'est tellement bien écrit. C'est joué. C'est cahiers du cinéma ou quoi? Ce truc est vraiment... Bravo. Ouais, moi, ce truc, il m'a mis... T'as vu Fleabag, toi, Arthur, ou pas? J'ai des amis qui sont très très fans et il faut que je la rattrape. C'est génial. J'ai vu au moins le dispositif avec des regards cam, c'est ça, régulièrement. Elle regarde la caméra et c'est super drôle. C'est incroyable. Et dans la saison 2, ils font un truc trop bien. Tu l'as vu en entier, toi? Ouais, hallucinant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que 2 saisons et qu'en tout, je crois, c'est 4 heures pour regarder les 2 saisons. Ça se regarde hyper vite. C'est trop bien. C'est peut-être un peu trop court. Moi, j'aurais aimé que ça dure longtemps. Mais c'est tellement bien écrit, les personnages sont tellement bien écrits. La saison 2, elle est fantastique. Dans cette série, tout est fou. Vraiment, les acteurs, Olivia Colman, elle est trop forte, qui joue la belle-mère. Ouais. Enfin, ils sont tous incroyables. Ouais, moi, série anglaise incroyable. L'humour anglais au top et là, hallucinant. Je te supporte. Et toi, Arthur, est-ce que cette semaine, tu as prévu quelque chose ou pas? Alors non, j'ai pas prévu, mais pendant qu'on discutait, j'ai réfléchi. Non, je me suis tapé un énorme fou rire hier soir parce que j'aurais jamais regardé je sais pas comment on peut appeler ça, une émission. Le truc assez connu là, animé par Philippe Lachaud, qui ressort. Alors c'est la 3e saison. Et j'aurais jamais regardé les 2 précédentes, c'est pas mon truc. Mais là, il y a quasiment tout le cast de La Flamme et Le Flambeau. Et j'ai pleuré de rire devant l'écran parce que malheureusement pour lui, c'est pas Philippe Lachaud qui est super drôle. Mais en revanche, les invités, on a Paul Mirabel, il y a... Moi, celle qui m'a mis Cohen, Leila Bekti qui est incroyable, Adèle Exarchopoulos aussi. Moi, le seul passage que j'ai vu qui m'a fait beaucoup rire, c'est celui de Laura Felpin, où elle fait venir... mince de la Starac, Pierre-Alain Jones. Pierre-Alain Jones. Pierre-Alain. Quand tu vois sa tête, mais ça te renvoie 20 ans en arrière, c'est incroyable. Oui, je faisais la SketchUp avec aucune envie de vivre. Il était là. Vraiment, c'est incroyable ce passage. T'avais l'impression, il dit, mais il se suicide ce soir après l'émission, c'est ça? C'est un très fort. Et voilà, Je sais pas s'il est en mode parodique ou pas, effectivement, ou s'il dit, elle est foutue pour foutue. Bon, je pense que ça fait 20 ans, il a plus rien à foutre. Je crois que maintenant, il fait un truc du genre, il fait du paravoile ou un truc comme ça. Ah ouais.
n'a rien à voir. La reconversion. Non, C'est du coup, je recommande, je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemblent les 2 saisons précédentes, mais je recommande la saison 3 qu'on peut regarder sans avoir vu les trucs d'avant, clairement. Oui, il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a pas de truc par rapport à ça. Très bien. Eh bien, merci, on va s'arrêter sur ça. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu. Merci Salem. Merci à vous, c'était vraiment cool. De rien, merci, t'es adorable. En plus, t'as apporté des viennoiseries, c'est génial. Voilà. C'est pour préparer le ramadan. Ouais. Bon courage. Si on sort cet épisode avant que le ramadan soit fini, bon ramadan à ceux qui le font. Ouais, bon ramadan, bon courage. Et puis voilà, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous fais tous des gros bisous et on se voit pour le prochain épisode. Ciao. À la prochaine.